Ah, le Tour de France, ses cyclistes, ses aventures mémorables, sa caravane et ses milliers de personnes au bord des routes. Créé en 1903 par l'ancêtre du journal L'Équipe, le Tour est une véritable institution. Course la plus exigeante et prestigieuse du circuit UCI, elle est surtout une course hyper populaire et gratuite qui attire des millions de spectateurs au bord des routes chaque année. Je veux dire, on a tous déjà dans notre vie attendu 3 heures en plein cagnard pour recevoir un bob cochonou et voir les cyclistes passer en 30 secondes. Mais comme le disait le journaliste Jean-Paul Olivier, ce n'est pas le Tour de France, mais le Tour de la France. Ce qui fait son charme, c'est qu'il traverse tout notre pays, en long, en large et en travers, et nous permet en ces mois d'été de découvrir des paysages, cultures et régions qu'on ne connaît pas si bien que ça finalement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va se pencher sur la géographie du Tour. Est-ce qu'il fait vraiment le tour de la France? Quelles régions et villes sont le plus souvent traversées? Comment l'organisation choisit ces différentes villes? C'est tout ce que l'on va voir tout de suite. Alors, pour se remettre dans le contexte, aujourd'hui le Tour c'est 21 étapes et plus de 3000 km en sillonnant la France. Voici par exemple le Tour de 2024, celui de 2023 ou encore celui de 2011. Alors clairement, on va répondre à la première question tout de suite. Non, le Tour de France ne fait pas vraiment le Tour de la France, étant souvent même discontinu entre différentes étapes. Mais tout au début, le Tour portait vraiment bien son nom, puisque l'objectif c'était vraiment de faire le Tour de France, comme en 1919 par exemple, en suivant les frontières du pays. Alors pourquoi avoir changé cette formule? Déjà parce que les étapes étaient trop longues. Aujourd'hui une étape longue c'est plus de 200 km on va dire, alors qu'à l'époque ça se faisait des Bayonne Sable d'Olonne de 500 bornes tous les jours et même de nuit parfois. Puis surtout, le Tour s'est professionnalisé et est un événement planétaire suivi dans le monde entier. Il faut savoir varier les étapes pour éviter une lassitude chez les téléspectateurs, entre celles de plaine promises aux sprinteurs, celles bossues pour les baroudeurs du peloton, ou encore les étapes de haute montagne pour les grimpeurs et les explications entre favoris. Quand on regarde à nouveau le Tour de 1919, mis à part vite fait les Alpes et les Pyrénées, c'est que du plat, donc à l'époque c'était surtout une course d'endurance pas très passionnante. Aujourd'hui le Tour brille par sa diversité et ses paysages variés, tout en restant terminable pour les coureurs, alors que lors du premier Tour en 1903, seulement 21 coureurs ont fini la course, sur 60 participants. Mais alors, si le Tour de France ne fait pas le Tour de la France, est-ce qu'il passe au moins régulièrement sur tout le territoire? Pour voir ça, on va reprendre le parcours des 10 derniers Tours de France, ce qui nous donne ceci. Déjà, une composante importante, c'est que depuis 1975, le Tour de France se termine sur les Champs-Élysées à Paris. Sauf cette année en 2024, où ça se termine à Nice pour cause de Jeux Olympiques. Sinon, on se rend rapidement compte que le parcours du Tour est assez inégal, passant régulièrement aux mêmes endroits. Donc le Nord, la Bretagne et le Centre sont traversés tous les 4-5 ans selon les parcours. Par contre, le Rhône-Alpes, l'Auvergne ou l'Occitanie voient des coureurs tous les ans. Comment ça se fait? C'est pas juste. En fait, c'est simple. Le Tour doit être équilibré, comme je vous ai dit plus haut, entre étapes plates et de montagnes. Et si l'on trace une ligne de Biarritz à Strasbourg, on retrouve ces montagnes à l'est de cette ligne. Donc on est plus sur un demi-Tour de France finalement. Mais les deux chaînes les plus importantes sont bien sûr les Alpes et les Pyrénées. Et d'ailleurs, l'école les plus iconiques et grimpées du Tour se trouve dans ces deux chaînes de montagnes, le Galibier, le Télégraphe, l'Izoard, l'Alpe d'Huez ou le Tourmalet. Donc à chaque édition, les Pyrénées et les Alpes sont une étape obligatoire pour les coureurs, nous donnant des étapes à haute intensité où se battent les leaders des différentes équipes dans l'ascension des cols hors catégorie. Et faut avouer que le paysage est quand même plutôt sympa comparé au passage dans une ville de la diagonale du vide. Alors parfois, le Tour passe également dans le Massif central, avec la montée du Puy-de-Dôme, dans le Jura, ainsi que dans les Vosges, avec le Ballon d'Alsace et la Planche des Belles-Filles. Mais c'est plus rare, parce qu'il y a clairement moins de cols importants. S'ils passaient tous les ans dans les Vosges pour faire la Planche des Belles-Filles, les coureurs et les spectateurs la connaîtraient par cœur, et donc il y a beaucoup moins d'intérêt. Et j'entends les passionnés du Tour dans le fond, on retrouve aussi des montées impressionnantes ailleurs en France, même en Bretagne, avec le Mur de Bretagne, mais c'est clairement pas suffisant pour faire venir le Tour tous les ans. Par contre, le Tour, il passe vraiment tous les ans dans les Pyrénées et les Alpes. Ce qui fait que certaines villes moyennes, situées proches des montagnes, ont été à de très nombreuses reprises ville-étape du Tour, que ce soit pour un départ ou une arrivée. Parmi les villes qui ont été le plus ville-étape, on a Pau, 75 fois, Bagnères de Luchon, 59 fois, alors qu'elle ne possède que 2000 habitants, Grenoble, 43 fois, Nice, 42 fois, Perpignan, 36 fois, Briançon, 35 fois, Gap, 29 fois, Morzine, 24 fois, et je pourrais continuer comme ça encore longtemps. Alors, assez étrangement, d'autres villes éloignées des montagnes ont aussi beaucoup accueilli le Tour de France. Derrière Paris, c'est Bordeaux, 82 fois, mais il y a aussi Metz, 37 fois, Marseille, 36 fois, ou encore Caen, 35 fois. Hormis le fait que ce soit des grandes villes, surtout Marseille, c'est surtout que le Tour y passait beaucoup au début des années 20 à 70, on va dire. Par exemple, sur les 82 passages du Tour à Bordeaux, il n'y en a eu que 3 depuis 2000. Donc cette répartition inégale permet à de petites villes de montagne d'accueillir assez souvent le Tour, alors que certaines grandes villes, comme Douai, Niort ou Vichy, n'ont pas vu le Tour depuis plus de 60 ans.
Mais si on veut parler de territoires qui ne voient jamais le Tour, faut juste s'éloigner de la France continentale. La Corse a accueilli pour la première fois le Tour lors de son centenaire en 2013, avec 3 étapes. Et pour les territoires d'outre-mer, que dalle, Walou, pot de balle, nada. Pourtant, quel kiff ça serait de voir les coureurs parcourir les cirques de la Réunion. Cependant, beaucoup de gens l'ont demandé au directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, qui a répondu que ça serait une superbe idée et une belle vitrine pour l'outre-mer, mais les règles de l'UCI sont pas plus de 4 heures de vol et 2 heures de décalage horaire. Donc faudra encore patienter avant de voir le Tour en Martinique ou en Guadeloupe. Donc en résumé, si on fait une carte représentant les endroits où passe le Tour de France, on aurait en rouge les Pyrénées et les Alpes, avec Paris, où le Tour passe tous les ans, en orange les autres massifs de montagne où le Tour passe parfois, et en jaune tout le reste de la France où le Tour passe de façon assez aléatoire, tous les 3, 4, 5 ans. On remarque à nouveau bien notre diagonale du Pays Basque à l'Alsace, avec uniquement du plat à l'ouest, et les montagnes à l'est. On peut légitimement se demander dès lors comment devenir une ville-étape du Tour. Alors, ça ne tombe pas sur les villes comme ça, il faut présenter un dossier de candidature pour accueillir soit un départ, soit une arrivée, soit les deux lors du Tour de France. Et chaque année, ce sont plus de 200 villes qui postulent auprès de la société organisatrice du Tour, Amaury Sport Organisation, puis l'orga décide du tracé en fonction des candidatures. Donc finalement, chaque année, seulement 1/5 des villes candidates accueillent effectivement le Tour, laissant beaucoup de monde sur le carreau. Mais c'est peut-être un mal pour un bien finalement, vu qu'accueillir le Tour, ça coûte quand même assez cher. La ville doit tout d'abord payer les organisateurs pour devenir ville-étape, 60 000 € pour un départ, 100 000 € pour une arrivée, ce qui est déjà colossal, à quoi on doit rajouter que les villes doivent respecter les normes du Tour, donc installer des barrières, élaguer les arbres, nettoyer et entretenir les chaussées, ou encore avoir une salle pouvant accueillir la presse, et ainsi de suite. Donc parfois, le coût du Tour est assez conséquent. On parle de 400 000 € pour Besançon en 2009 ou encore 2 millions d'euros pour le grand départ du Mont-Saint-Michel en 2016. Mais si ça coûte si cher, alors pourquoi les villes se battent pour accueillir le Tour? Parce que le retour sur investissement est souvent assuré. Des milliers de personnes venant parfois de l'étranger viennent assister aux départs et arrivées du Tour. Par exemple, cette année, l'arrivée à Dijon a rassemblé 40 000 personnes qui vont souvent dépenser leur argent dans les commerces de la ville, faisant tourner l'économie locale. Il faut également loger dans des hôtels les cyclistes, leur staff technique et tous les gens qui travaillent sur le Tour, des caméramans aux animateurs de la caravane, ce qui fait plus de 5000 personnes. Mais hors retombées monétaires, c'est surtout une magnifique vitrine pour les villes. Pendant une journée, la ville est au centre de tous les regards. On présente ses monuments importants, son histoire, sa gastronomie, tout ça pour un coût réduit comparé à une campagne promotionnelle classique. Parmi les villes qui rêvent d'accueillir le Tour, certaines se trouvent également à l'étranger. Faut dire que même si c'est le Tour de France, à la base, il devient de plus en plus international avec des départs fréquents un peu partout en Europe. Alors, souvent, ce sont que des passages lors d'étapes, comme pour la première fois dans l'Empire allemand à Metz en 1907, mais aussi en Italie, en Andorre ou en Espagne, mais parfois ce sont de grands départs avec quelques étapes à l'étranger avant de rentrer en France. Que ce soit en Irlande en 98, au Danemark en 2022, au Royaume-Uni en 2007 et en 2014, ou encore en Allemagne en 2017, le Tour s'éloigne de ses frontières, mais son aura reste inchangée. Les Européens de tous les pays se massent au bord des routes pour voir passer les coureurs et sont heureux d'avoir un petit bout du Tour chez eux. Suffit de voir l'engouement lors du départ du Tour 2024 en Italie, alors qu'ils ont aussi le Giro chez eux. Finalement, le Tour de France ne fait pas le tour de la France, et tant mieux. Il faut savoir composer entre les différents reliefs, les villes candidates et les territoires qui n'ont pas vu le Tour de France depuis longtemps. Construire une course hyper populaire et compétitive à travers la France, c'est difficile. Et chaque année, de nombreuses personnes sont déçues de ne pas pouvoir se rendre au bord des routes. Mais quand il passe, le Tour fait briller les territoires et les villes qu'il traverse. Il donne le sourire aux enfants sur les trottoirs et il permet un coup de projecteur bienvenu sur des territoires souvent délaissés par les autres sports. C'est le tour de cette France rurale, celle de ces petites villes de la diagonale du vide qu'on ne met jamais en avant sauf quand le Tour y passe, celle de ces paysages bucoliques entre plaine agricole et montagnes vertigineuses que le Tour présente. Et pour moi, c'est ça le Tour de France. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de l'aimer et de la partager à vos amis. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos et venez me rejoindre sur mes réseaux sociaux et me soutenir sur Tipeee. Tous les liens sont dans la description. À la prochaine dans la Géozone. Ciao!